Bienvenue dans la toute première conversation des hommes de Kama. Je suis Barsamia. Et Eli. Avant toute chose, comment tu vas, Eli? Très bien, et toi? Ça va très bien, de 1 à 10. 10. 10 carrément? Ah, je suis au max. Hein. Ouais. Là, je suis tellement heureux de pouvoir parler. Clairement, là, je suis vraiment à 10. Et même à 20, même. Ah, je suis à 20. Donc là, je suis vraiment heureux et je suis vraiment excité de pouvoir cracher le feu, quoi. Franchement, je suis comme toi, je suis à 10 parce que physiquement, je me sens bien. Mentalement, je me sens bien. Psychologiquement, je me sens bien. Aujourd'hui, c'est la journée des ancêtres. Pour ceux qui ne savent pas, dans le calendrier Dogon, plus en détail plus tard. Et sincèrement, là, c'est un projet de vie qu'on est en train d'accomplir. On en parle depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Bien sûr. Et là, en fait, on est en train de concrétiser un projet qu'on a en commun. Donc, franchement, je suis super excité par rapport à ça. Pourquoi Fort Kama? Pourquoi le nom Fort Kama? Et qu'est-ce que Fort Kama? Alors, tout d'abord, le 4 pour fort, pour en anglais, et Kama pour KMT, qui veut dire en égyptien ancien, on pourrait dire ça comme ça pour que les gens puissent comprendre, en Égypte antique, ça veut dire la terre des Noirs, la terre noire. Donc, on utilise ça pour pouvoir définir l'Afrique. Voilà. Ok. Et toi? Donc, c'est l'ancienne appellation de l'Afrique. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Très bien. Simple et efficace. Ouais, on a choisi Fort Kama parce que, exactement, on a pris le 4 pour faire un jeu de mots avec le mot fort. Le mot fort, F-O-R, qui veut dire pour. Un jeu de mots avec le chiffre fort, qui se prononce la même. Donc, du coup, il y a F-O-U-R. Et on a gardé le 4 pour que ça fasse un jeu de mots. Et donc, ça fait Fort Kama. On est très attaché à ce nom-là parce qu'en fait, tout ce qu'on va construire à travers cette émission sera porté sur l'Afrique, les richesses de l'Afrique et tous les mystères qu'on va déterrer au fur et à mesure des épisodes. Parce qu'on a un thème très, très, très spécifique. Et il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à connaître que je pense que c'est quelque chose qui sera très, très, très excitant par la suite. Donc, du coup, si tu devais définir la mission de Fort Kama, ça serait quoi? C'est de redonner de la valeur à l'homme noir, à la femme noire, simplement. C'est-à-dire gommer tous les stéréotypes et les préjugés qui nous tirent vers le bas. Et cette mission, c'est d'instruire surtout. Car quelqu'un qui n'est pas instruit, il peut être manipulable. Donc, voilà. Très bien. Et à quel public, précisément? Alors, tu m'intéresses. Le public féminin. Féminin. Pourquoi féminin? Alors, tout simplement parce que ce sont nos sœurs, ce sont nos mères, ce sont nos tantes, nos grands-mères. C'est la base de l'humanité. C'est elles qui nous donnent la vie et c'est surtout elles qui nous donnent la force. Les femmes sont toujours auprès des enfants et les enfants sont l'avenir de demain, clairement. Voilà, c'est l'avenir. Donc, automatiquement, si une femme, elle est armée, elle peut aussi armer son enfant pour cette vie. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le public féminin. Ensuite, après, les hommes, vous pouvez toujours écouter. On ne vous empêche pas. Hein. On est des hommes, hein, attention. Voilà. mais sauf, nous sommes là pour les femmes. Parce que je trouve qu'il y a peu d'hommes qui parlent aux femmes. On remarque sur les réseaux sociaux, c'est plus des femmes qui parlent aux femmes. Mais l'inverse, je trouve pas trop. C'est vrai qu'il y a... Bon, il y a quand même des hommes qui parlent aux femmes. Bien sûr. Mais c'est plus dans des spécificités, Voilà. comme tout ce qui est relations de couple, coaching de love, Voilà. tu vois, des choses... un aspect vraiment de la vie de la femme, mais qui n'est pas vraiment la femme dans son ensemble. C'est ça. Donc du coup, en fait, on va dire qu'on vient compléter ces aspects-là parce qu'on ne sera pas des coachs love. Non. On ne va pas vous conseiller sur tout ce qui est relations de couple, ça va pas avec mon homme, avec mon enfant, etc. On n'est pas dans ça. On est plus vraiment dans l'identité culturelle de la femme noire. Donc on pense que c'est important aux femmes de pouvoir se connaître davantage pour pouvoir transmettre davantage. Sinon, en fait, elles seront biaisées et en fait, elles vont faire le travail à moitié et elles vont en attendre beaucoup
du gendre masculin, parce qu'en fait, elles seront, entre guillemets, sans repère. Donc je pense que ce qu'on va apporter au public féminin sera clé pour le développement de la communauté. Parce qu'il faut se dire les choses, entre les hommes, nous, on ne sait que se faire la guerre, surtout aujourd'hui. Donc il suffit qu'on se parle pour qu'on puisse, entre guillemets, régler nos affaires via un conflit, via celui qui a la plus grosse celui qui a le plus d'arguments, etc. On n'est pas vraiment dans la résolution du problème. Tandis que les femmes, elles sont sans cesse d'abord en train de chercher des solutions aux problèmes. Si on arrive à leur transmettre les bonnes informations, je pense qu'il y aura un tournant. Il y aura sincèrement un tournant dans nos vies, même dans la vie des hommes, c'est-à-dire qu'on va facilement pouvoir trouver beaucoup plus de solutions qu'il y en a aujourd'hui, et pas forcément des solutions rentre-dedans, des solutions assez brutales qui sont efficaces à court terme, mais pas sur le long terme. Donc c'est un peu ça. Ok, très bien. Alors, on va se présenter. On va rentrer dans le détail sur nos identités, parce que là, on commence un podcast, mais vous ne savez pas qui on est. On ne va pas non plus vous dévoiler le journal intime, hein, désolé. On ne va pas aller dans ça, mais il faut que vous sachiez quand même qui sont vos hôtes et qui sont des personnes qui vont vous accompagner pour vous instruire davantage. Donc, je pense que c'est important que vous sachiez nous identifier pour qu'on puisse avancer ensemble comme si on se connaissait depuis très longtemps. Une famille. Une famille, exactement. Voilà. Je te laisse commencer ou... Oui, bien sûr. Vas-y. Hein. Alors, moi, c'est Eli. Eli. C'est mon deuxième prénom. Mon premier prénom, c'est Johan. Et le deuxième, c'est Eli. C'est celui de mon père. Donc, en gros, je choisis Eli pour le rendre hommage. Il n'est pas mort, hein, mais de son vivant, voilà. Il est là, donc je rends hommage parce que c'est l'homme de ma vie, quoi. C'est vraiment lui qui m'a appris beaucoup de choses, m'a tout appris, hein. Que ce soit dans le respect, que ce soit dans la vision de la vie. Donc mon père, pour moi, c'est mon pilier, côté masculin. Et voilà, c'est pour le rendre hommage. Ensuite, nous sommes 8. J'ai 5 sœurs. Donc j'ai 3 grandes sœurs et 2 petites sœurs. Ok. Et j'ai 2 petits frères. Donc en gros, tu peux comprendre qu'il y a beaucoup de femmes. Voilà, Okay. dans mon entourage. Et je compte même pas les tantes, que ça. Ils sont assez nombreux. Donc j'ai pu avoir cette sensibilité féminine, c'est-à-dire de comprendre, d'écouter et de comprendre que les femmes sont remplies d'émotions, contrairement à nous. Ouais. Nous en avons, nous sommes des êtres humains, bien sûr, mais beaucoup moins. Encore heureux. Voilà. Donc voilà. Et j'ai grandi avec des femmes qui m'ont appris le respect. Elles n'étaient pas, elles n'étaient pas dans le conflit. C'est pas des femmes vraiment dans le conflit. Ma mère est une femme assez posée, mes sœurs aussi. Donc j'ai grandi dans cette optique, toujours du respect de l'autre, du partage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes Fort Kama, parce que c'est la base, quoi. C'est la base. Il y a mon père qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Je peux le dire aussi, par rapport à la rigueur, par rapport à l'éthique, soit le respect des gens. Franchement, il m'a beaucoup appris. Après, c'est un grand blagueur. donc il aime beaucoup vanner. Hein. Ouais. C'est un grand vanneur. Bien sûr. Mais nous, franchement, ces enfants, il nous a quand même inculqué beaucoup de valeurs. Voilà. Super. Impeccable. Je ne sais pas si je pourrais faire mieux en termes de présentation, mais je vais essayer. Alors, bien sûr. Je vais essayer. Je m'appelle Barsamia. C'est mon premier prénom. C'est mon prénom qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un héritage que j'ai reçu de mon grand-père de son vivant. Je suis l'aîné de ma famille. J'ai 3 petites sœurs. Et quand je suis né, mon grand-père a demandé à mon père de me transmettre son nom complet. Et bien évidemment, pour la petite anecdote, je ne le savais pas au début parce que j'ai aussi 3 prénoms. Okay. Barsamia, Rudy, Ferdinand. Mon grand-père s'appelait Barsamia Ferdinand. Donc du coup, à la base, je devais m'appeler
Barsamia Ferdinand. Sauf que, vu que je suis né en France et que mes parents avaient des a priori par rapport à mes prénoms qui étaient pas communs, on rajoutait Rudy, parce que c'est passe-partout. Donc du coup, j'ai grandi avec le prénom Rudy. Tout le monde dans l'endroit où j'ai vécu m'appelait Rudy. Et ensuite, quand j'ai su que Barsamia était mon premier prénom, on va dire que j'ai révoqué le prénom Rudy pour m'appeler Barsamia. Et aujourd'hui, tout le monde m'appelle Barsamia. Je suis plus à l'aise avec ça. Et oui, je répète, j'ai 3 petites sœurs. Donc pareil, j'ai grandi dans un environnement féminin avec mes 2 parents. Beaucoup plus avec ma mère pendant une période parce que mon père faisait des allers-retours au pays. Sincèrement, je te rejoins quand j'entends que tu as compris beaucoup de choses via les femmes, dans le sens où on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus compréhensible vis-à-vis d'elles, vis-à-vis de leurs émotions, etc. C'est limite, on devient comme elles, indirectement. C'est donc on devient aussi des êtres très émotionnels parce qu'on les voit et on s'imprègne de notre environnement. Donc, justement, mon père, lui, il a joué ce rôle de pouvoir rester, entre guillemets, masculin, avoir un certain comportement en société, vis-à-vis d'autrui, savoir se défendre, savoir être discipliné, ambitieux, etc. Bien évidemment, ma mère m'a donné aussi un peu ce côté, mais on va dire que j'ai beaucoup eu le côté protecteur, dans le sens où même si j'ai des projets, même si j'ai des choses qui vont au-delà du commun des mortels, bien évidemment, je ne vais pas dire qu'elle ne va pas me soutenir, mais elle va plutôt préférer la sécurité, dans le sens où elle préfère peut-être, et je ne dénigre pas, hein, mais elle préfère peut-être que j'ai un CDI à Carrefour ou n'importe où, comme ça au moins c'est safe, plutôt que aller chercher plus, mais en comportant des risques. C'est la sécurité. La sécurité, ouais. Et c'est ça que les femmes veulent, dans tout. Dans le couple, quand elles font des enfants avec toi, elles espèrent que tu mettras cette famille en sécurité. Un emploi stable, des revenus stables, un foyer. Donc en fait, la femme, c'est la sûreté. Alors que l'homme, lui, c'est un peu un foufou, quoi. il va partir, il va aller faire sa petite quête. Alors que la femme, elle va être plutôt posée. Elle voudra une stabilité. La femme, c'est la stabilité. Dès lors où la femme a cette stabilité, elle va l'inculquer à son enfant. Et ça, c'est vraiment un point clé. Est-ce que tu penses que la stabilité, on peut la trouver en étant mère célibataire ? Tu peux, mais le souci, c'est que tu vas devoir jouer les 2 rôles. Le côté masculin et le côté féminin. Est-ce que la femme, elle est faite pour pouvoir jouer ces 2 rôles ? En principe, non. Que ce soit côté hormonal ou quoi que ce soit. Scientifiquement parlant, c'est pas possible, mais dans le cas où elle doit s'adapter, elle va le faire. Est-ce que ça va être d'une manière masculine ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va être un peu plus féroce avec son enfant ? Parce qu'elle ne pourra pas garder ce côté maternel à fond, quoi. Elle va être beaucoup plus sévère. Donc, est-ce que l'équilibre est là ? Parce que, en gros, le père, pour moi, c'est la figure d'autorité. La mère a des émotions. La mère perçoit les émotions de son enfant. Donc, elle est à même de pouvoir le comprendre. Le père, lui, il tranche. Remarque bien les enfants, lorsque la maman parle, des fois, les enfants continuent. Ils sont agités. Voilà, ils font la java, ça crie. Alors, quand le père arrive, qu'il a une certaine autorité, ça se calme. Je suis d'accord avec toi. L'homme et la femme sont complémentaires. Bien sûr. Et on y reviendra, de toute façon. Il y aura un épisode dédié par rapport à cela. Comment tu as su que tu, entre guillemets, on va employer le terme éveil, parce que c'est là où tu as pris conscience que tu étais noir. Okay. Comment tu as su le moment où tu t'es redéfini et que ta vie a commencé à changer, évoluer ? Bon, je vais raconter.
storytelling, là. Alors, déjà, je suis antillais. Ok. Je suis guadeloupéen de mes 2 parents. Papa, maman. Ok. Il faut savoir que les Antillais, nous avons la nationalité française, pardon. Donc, nous sommes considérés comme des Français. En Guadeloupe, on a appris à mon père que ses ancêtres étaient les Gaulois. Donc, voilà, je te mets déjà le décor. Donc, je grandis en tant que jeune banlieusard du 91. Je grandis avec beaucoup de Noirs, beaucoup d'Arabes, etc. Une certaine mixité sociale. Je grandis aussi dans un environnement religieux, c'est-à-dire catholique, témoin de Jéhovah, évangéliste aussi. Donc en fait, l'environnement chrétien, je le connais. Musulman, beaucoup moins, je connais peut-être beaucoup moins, mais je connais. Parce que tu sais, quand on vit dans un quartier populaire, nous avons aussi nos frères noirs qui sont aussi musulmans, en tant que musulmans ou chrétiens. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Donc pour moi, je pensais que la clé de la vie était dans ces religions. Parce que je voyais tout le monde dedans. Tu sens comme un... Comment expliquer ? Tu sens qu'ils sont tous heureux d'être dedans et que la clé, c'est le paradis. Tu vois. Là, voilà, franchement, tu sens que ces personnes-là, elles sont liées. Il y a une communion. Donc, j'ai grandi dedans. Et là, maintenant, je me pose pas trop de questions. Réellement, quand j'étais petit, je vois tout ça, je me pose pas de questions. Parce que quand t'es petit, tu suis le move. Bien sûr. Le moment où j'ai pris conscience réellement, c'est quand je suis arrivé au collège. Quand j'ai commencé à ouvrir mon livre d'histoire. Et j'ai commencé à voir des Noirs, limite tout nus, donnant de l'or, alors que les Européens qui venaient par bateau leur donnaient des miroirs, des petites babioles, et eux donnaient de l'or. Je me suis dit, mais... ah bon, c'est comme ça qu'on est, quoi, tu vois. C'est-à-dire que nous sommes des sauvages. Pieds nus, aucune civilisation. Bon, pieds nus, bon, c'est pas quelque chose de péjoratif, hein. Mais quand tu vois l'image, c'est assez choquant. Donc c'est l'image qui t'a... C'est l'image. marqué l'esprit. C'est l'image. Ensuite, après, quand j'ai commencé à comprendre l'esclavage européen vis-à-vis de l'Afrique, commerce triangulaire, je me suis posé la question, pourquoi les Noirs ne se sont pas révoltés? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'ils ont pu laisser par millions des hommes, des femmes et des enfants se faire embarquer pour qu'on puisse les emmener jusqu'aux Amériques, dans les Américaines ou jusqu'aux Amériques. Et je me suis dit, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'ils viennent par bateau, qui sont beaucoup moins, c'est vrai qu'ils sont armés, mais ils sont beaucoup moins parce que quand tu es armé, tu dois toujours réarmer. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi? Mais bon, ça, on en reviendra plus tard, dans d'autres épisodes, en plus en détail. Je vois ça et je te dis la vérité, j'en voulais quand même au peuple noir. J'en voulais vraiment. Parce que je me suis dit, mais comment ils ont pu nous laisser souffrir comme ça? Dans quel sens? Dans quel sens? Qu'ils nous laissent nous faire attraper comme ça, quoi. Nous emmener dans des bateaux, dans des négriers, quoi. Et qu'on puisse subir l'esclavage de plein fouet. Avec le code noir et tout ce qu'il implique. Donc en gros, déjà ça. Et je me suis dit, je peux pas juste croire ce que je vois. Parce que aussi, tu sais, le film Kunta Kinte, là, Racine. J'ai vu ça, c'est quand j'étais petit. Les coups de fouet, ça m'a vraiment... ça m'a vraiment marqué, tu vois. Tu vois le gars qui dit je m'appelle Kunta. Tu vois, je m'appelle pas Toby, donc en fait, il veut toujours garder son côté noir, tu vois. Et l'autre,
l'écrier lui fait comprendre qu'il s'appelle Toby. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Quand le maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom, Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Je sais que tu me comprends. Je veux que tu dises ton nom. James? Je veux t'entendre dire comment tu t'appelles. Tu t'appelles Toby. Quel est ton nom? Kunta. Que Dieu aide ce pauvre petit. Ils vont le fouetter à mort. Comment tu t'appelles? Dis-le. Toby. Qui es-tu? Dis ton nom. Comment tu t'appelles? Toby. Je vois des scènes comme ça. Je vois comment ça se passe parce que dedans, il te détaille tout. Comment il t'attrape, comment il te met dans les bateaux et comment tu vis après. Donc après avoir accumulé tout ça, je me dis, il faut que je puisse me renseigner. Donc je me renseigne un peu, mais bon, j'ai pas vraiment de réponse parce que je sais pas vraiment où aller. Et après, il y a un jour où j'étais avec toi et tous nos frères là, dans ton bâtiment, dans votre fameux bâtiment blanc, dans le carré là. Et il y a un de tes voisins, capverdien, Celui qui m'a jeté... un oignon. Parce que tu parlais trop fort. Mais par contre, il était vraiment bon. Par contre, il visait bien. J'étais loin et il a réussi à... Franchement, il devrait se reconvertir au poste de quarterback parce que j'étais à une distance impossible et il a réussi à m'envoyer un oignon en plein dans ma tête parce que je rigolais trop fort. Bref, Voilà. allez, continue, excuse-moi. Et donc en gros, ce gars-là vient nous voir et il nous dit est-ce que vous connaissez Willie Lynch? Willie Lynch. Parce qu'on parlait et tout, il nous écoutait, il a dit ouais, mais est-ce que vous connaissez Willie Lynch? On fait non, on connaît pas. Il dit renseignez-vous, allez voir c'est quoi. Vous allez voir c'est quoi les dingueries qu'il a faites par rapport à nous. Et c'est pour ça qu'on est toujours comme ça, en bas. Je garde ça en tête. Je rentre chez moi, j'allume mon PC, je tape Willie Lynch. Et je tombe sur un site qui me montre son discours. Et c'est là que j'ai compris. Pause. T'avais quel âge à cette époque-là, environ? J'avais 20 ans. 20 ans. Et là aujourd'hui, j'en ai 33. Ok. Donc j'avais 20 ans, je rentre chez moi, j'allume mon PC, je vois tout ça. Et ensuite, tu vois, dans le site où j'ai trouvé ça, il y avait mais vraiment, les choses. C'est-à-dire des réponses à mes questions. Le code noir, qu'est-ce que c'est? Les négriers, tout. En fait, c'était afro-styli. Mais là, maintenant, ils ont changé. Ouais. Voilà, donc, bon, il n'y a pas tout. Mais c'est dedans que j'ai vraiment commencé à m'éveiller. Il y avait même un son de rap que je t'ai envoyé qui dure 5 minutes, là, ou 9 minutes. Mais dedans, il te dit tout. Il te dit absolument tout. Incroyable. On vous le partagera. Vous écouterez, mesdames et messieurs. Messieurs. Voilà. Et c'est là que j'ai vraiment été éveillé. Mais c'était une étape. C'est-à-dire que j'étais encore entre les deux mondes. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que bon, j'avais encore ma famille qui était dans les religions. Donc bon, j'ai des réponses, mais tu sais, voilà, je ne suis pas convaincu. Bien sûr. Je ne suis pas convaincu parce que je ne suis pas éduqué
dans le sens où les Noirs ont une histoire et sont légitimes à pouvoir la raconter. Parce que généralement, l'histoire des Noirs, ce sont les Européens qui la racontent. D'accord ? Ce ne sont pas des Noirs. Donc en fait, moi, je savais que c'était des Noirs qui avaient fait ce site-là. Ouais. Tu te poses des questions. Quand tu as 20 ans, que tu as grandi dans cette doctrine, c'est dur. C'est dur. Franchement, et j'ai continué. Et ensuite, là, il y a peut-être 1 an de cela, réellement. J'ai commencé à voir les vidéos de Kala Omutunde. Et c'est là vraiment que... Ta tête a explosé. Ouais, c'est là que ta tête a explosé. Je t'ai envoyé les vidéos, vite fait, discutais. Et c'est vraiment là que j'ai compris. Parce que lui, il apportait des preuves. Tu pouvais chercher, tu trouvais. C'est là que je me suis dit, c'est bon. Parce que oui, dans le site, tu trouves, tu cherches, tu trouves. Mais là, c'est quelqu'un... un chercheur aguerri. Voilà, un chercheur aguerri. Qui avait des années d'histoire. Tu vois. Donc là, je cherche, je trouve, je cherche, je trouve. Je prends les livres, il me dit de trouver ça, je trouve. Ça, je me dis, mais en fait, non. En fait, ma conclusion, c'est que simplement, nous avons été tous manipulés. Je faisais des découvertes. J'étais tellement focus sur ce que je savais. Et là, j'ai commencé à me remettre en question sérieusement. Je n'ai rien de noir. C'est la vérité. Et on refuse catégoriquement de la remettre en question. Est-ce que tu vois des Blancs appeler leur enfant Mamadou ? Il y a un problème.